On va parler des stratégies pour une sociothérapie, normes et normalisation, les processus de décentrement médical pratique pour travailler en équipe. Qui est psychiatre ici, par exemple? 3. On a l'impression que les psychiatres ne sont pas très intéressés par rapport à l'ouverture du milieu psychiatrique. C'est l'impression que j'ai. Surtout ici en France et au Brésil quand même. On ne peut pas généraliser, mais heureusement qu'il y a quelques-uns qui sont là. Et alors, une position des psychiatres travailleurs collective anormale, c'est anormal, c'est anormal, qui fait des anomalies, qui fait des mouvements différents pour ouvrir le métier. Et l'ancienne nouvelle clinique. Alors, des articulations au réseau et la place de médicaments dans le traitement. Alors, je parle des histoires de vie. On va dire que pour faire un beau geste, il faut voir une histoire de vie. Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qui nous amène à faire des gestes? Pourquoi on va parler des gestes? Des mouvements qui ont fait dans la vie, c'est le passé vécu, comment on a envisagé toutes les difficultés pour avoir un projet de vie aujourd'hui. Ce sont mes expériences de travail. J'ai une grande expérience de travailler dans une maison d'arrêt. Et alors, on va faire une comparaison. On va faire une comparaison entre, par exemple, comment ça marche travailler dans une maison d'arrêt et au milieu ouvert, la prise en charge des détenus. C'est un nouveau processus de fermement pour les détenus. Et alors, on va faire une comparaison comme si c'était l'hôpital psychiatrique ou l'asile, et ici, le système ouvert de santé mentale. C'est la même chose dont on parle. Et alors, quelles sont les anciennes normes antécédentes? Et les premiers gestes. Et pourquoi je parle de premiers gestes de Pinel? Quand il a libéré les malades mentaux, ça fait longtemps, mais on va dire que c'était le premier geste d'ouverture. Et quelles sont les conséquences au monde, et surtout chez nous au Brésil, de cette ouverture-là? Là, c'était le dernier hospice qui a été fermé chez nous, au Brésil, à Belo Horizonte, la ville où j'habite. Et alors, après les années 70, les premières dénonciations, les violations des droits, les mauvaises conditions de travail. Et alors, on a une fête de commémoration du 18 mai, c'est le jour pour célébrer l'ouverture psychiatrique. Tous les services, tous les malades, toutes les familles vont à la rue pour célébrer. Et alors, pour dénoncer aussi la maltraitance. Et alors, on parle de gestes, de mouvements en sociothérapie. Et alors, c'est ça le service ouvert dont je parle. Pour remplacer l'hôpital psychiatrique, on a l'idée qu'il faut avoir un espace débureaucratisé pour accueillir la crise. Et alors, on va partager le savoir en équipe. Et alors, on a une voiture comme ça qui fait les allers-retours. C'est un service qui fonctionne 24 heures sur 24. Et alors, on peut rester là-bas, par exemple, 2 jours, 5 jours, 1 mois. Ça dépend de la crise. Je travaille dans 2 villes. Il faut envisager tous les jours les embouteillages au Brésil. Je travaille à Belo Horizonte et aussi dans une ville juste à côté qui s'appelle Betão. C'est un autre service. Les murs sont bas. Et alors, les malades, quand ils sont en crise, ils sautent. Ils sautent dedans à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. C'est désirable, ces mouvements-là. Après le master,
Ça fait longtemps, en 2010, que j'ai soutenu un master. Et alors, après 15 ans d'expérience de ce service ouvert, j'ai fait un master pour interroger qu'est-ce qu'ils font les psychiatres quand ils travaillent. Entre la prescription et le réel, et la réalité du travail. Qu'est-ce qu'ils font? Et alors, on a rencontré plusieurs inconforts qui m'ont mené à approfondir les études de gestes. Le premier, c'était la problématique de la formation de nouveaux psychiatres dans les cas de travail. On va dire pourquoi les psychiatres ne sont pas très intéressés au mouvement d'ouverture de réforme psychiatrique. Mais au début de la réforme, ils étaient là-bas, ils étaient là. Et alors, ils ont quitté la réforme psychiatrique. Pourquoi? Il y a aussi la grande rotation des psychiatres, l'existence des patients insupportables, on va dire. Pourquoi insupportables? Les patients qui défient les deux modèles, les modèles fermés et les modèles ouverts. S'il défie les deux modèles, ça veut dire qu'il a un insupportable. Il a un insupportable pour la psychiatrie. On va défier la psychiatrie en tant que champ de connaissance. C'est ça la question. Et quels sont les gestes qui vont produire de cet inconfort-là? Il y en a d'autres inconforts, plusieurs inconforts qui m'ont mené à étudier les gestes. Et alors, on va dire que le travail réel, la présentation de questions pour approfondir les études des gestes, le travail réel au service substitutif n'a pas été inclus au projet de réforme psychiatrique. Une prévalence des idéologies anti-asilaires et aussi l'insuffisance du savoir psychiatrique mobilisé jusqu'à aujourd'hui pour se rendre compte de la complexité du travail. Et le système ouvert contre le système fermé. Alors, je suis très militant contre l'hôpitalisation psychiatrique. Je déteste l'hôpital psychiatrique. Je suis tout à fait contre. Et alors, pendant 20 ans de travail, je suis arrivé à Paris, ça fait 5 mois. Il fallait interner. C'est le premier geste d'enfermement que j'ai fait dans ma vie. Je l'ai fait à Paris. Ça fait 4 mois. C'est une longue histoire qu'il faut raconter. Et alors, on va parler de la crise, des crises, des corps et des mouvements, qui sont les signifiants maîtres. Et les concepts qui sont mobilisés. On parle de la clinique du travail pour interroger, pour construire le concept de geste. De quoi on parle? De l'action. L'action, c'est réaliser la pensée, de ce qu'elle a de plus universel, la contemplation au sens fort et technique, l'action par excellence, et toujours la création des événements, etc. Il n'est jamais possible dans la solitude. Être isolé, c'est priver de la capacité d'agir. Agir ensemble permet d'accéder à un rôle social, etc. L'acte se trouve défini comme une exécution d'une volonté, c'est-à-dire, très exactement, la concrétisation dans la réalité matérielle d'une pensée volontaire. L'activité, c'est exactement ce qu'on fait, ici et maintenant. Et alors, on va dire qu'il a, au centre, il a les actions, il a des gestes, il a des mouvements, il a de l'activité. Il fallait parler profondément de ça, mais je ne veux pas faire ça maintenant. On va dire que les gestes, ensemble, c'est mes paroles. Le geste, c'est une entité multiple dans la manifestation. Il est le résultat de la synthèse de débats de normes et renormalisation possible et partielle. Il a un côté interne et un côté externe. Et aussi une dialectique entre recevoir et donner des instruments. Et alors, on va dire faire un geste. C'est une expression française. Qu'est-ce que ça veut dire faire un geste? L'intentionnalité positive, mais aussi négative. Pas seulement positive. Quand une action devient-elle un geste? Quand un toucher devient une prise et un geste? On va dire que les actions transgresseurs, il faut passer par un processus
tamiser les processus transgresseurs pour devenir un geste. Je vais vous donner un exemple pratique. Le geste de traîner la folie pour traiter les sujets. C'est seulement un exemple. Un jour de garde, à un moment donné, on est arrivé une femme qui roulait par terre en disant que son corps brûlait. Et elle voulait que quelqu'un éteindre le feu avec un tuyau de mangueira. Et alors, à ce moment-là, je l'ai entraîné pour les pieds et je l'ai amené à la salle de bain. A priori, c'était une action très transgressive. Mais pourquoi on va traîner cette dame à la salle de bain? Elle disait que son corps brûlait. Pourquoi j'ai fait ce geste-là, ce mouvement? On pouvait l'attacher au lit, par exemple, et injecter des médicaments. Et alors, quand elle est sortie de la salle de bain, elle est sortie d'une façon beaucoup plus apaisée. Et alors, on a commencé à parler. Qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que ça arrive? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu là comme ça? Et alors, on a commencé la consultation. Elle a beaucoup parlé. C'est un processus d'inversion, parce que les médecins, psychiatres, surtout les psychiatres, mais c'est une critique que je vais poser, nous avons l'habitude de beaucoup interroger les malades pour savoir ce qu'il est important pour nous pour diagnostiquer et donner des médicaments. Et alors, il faut faire l'inverse, d'après moi. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment on va, quels sont les mouvements, les stratégies, les gestes pour permettre que les personnes puissent dire exactement ce qu'il faut dire et pas exactement ce que je veux savoir. Et alors, je suis comédien de théâtre. Je suis arrivé à Paris, ça fait 4 mois. Je suis rentré au Théâtre du Soleil. Je suis allé au Théâtre du Soleil pour étudier les gestes au milieu du théâtre. Et alors, en France, on va dire que les gestes de confrontation avec la psychiatrie française, c'est un auteur très intéressant qui va dire que le résultat de toutes ces questions-là, c'est la rue, la prison et l'abandon. Je vous laisse lire un peu. Et alors, le comportement d'une société envers ses déviants, c'est un des meilleurs témoignages de son degré de civilisation. Quels sont les gestes d'aujourd'hui? Je suis peintre, je peins beaucoup aussi. Ce sont les derniers tableaux que j'ai faits au Brésil. La dialectique entre la vie et la mort, le ciel bleu, la rencontre des rencontres, le monde et la liberté, les fœtus dans le corps de l'homme, les oiseaux. C'est ça. Excusez-moi pour les Français que c'est difficile à moi. Voilà, on a eu un regard exotique du côté du Brésil avec son accent. Mais bravo pour la performance de la traduction. Hein. Je pensais être utile, mais non. En plus, je ne parle pas espagnol, donc je n'étais pas dans la merde. Quoi. Ouais. Oui, brésilien, autant pour moi. Ah, portugais, ok, ça va. C'est la totale. Bon, voilà. Moi, je commence à réagir sur ce que j'ai vu. Je peux, Ennio, à un moment donné, sur un... Comment il s'appelle ça? Ouais, sur un des fichiers, on va dire ça. Hein. J'ai vu que tu as écrit « L'acte commence avec les autres. Ensemble, on fait des choses. » Alors, c'est une question que je te pose. Quand l'autre n'est pas à l'écoute, la politique, l'environnement, la médecine, la famille, parce que personne ne te comprend. Souvent, c'est ces situations qui apparaissent. Moi, je trouve que là, ça demande encore deux fois plus d'efforts. Ça renvoie aux capacités qu'on a chacun de nous de se prendre en main et de se fabriquer
à ce stade-là, justement, des mécanismes de survie. Des mécanismes de survie. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis l'acte se fait ensemble. D'abord, il commence par soi. Oui, je crois qu'un acte est individuel. Oui, oui, ça commence par soi, ça commence par ton histoire de vie. C'est ça. Et alors, pour devenir un geste, un acte, il faut beaucoup réfléchir par rapport à ton histoire de vie. Et alors, il faut avoir du courage, je crois, pour tamiser ces processus dans un collectif. Et alors, on va partager, on va discuter pourquoi je fais ce geste-là entre l'équipe. Et alors, les restes, les résultats de les processus de tamisation, de tamiser les actions individuelles transgressives, on va voir les gestes. C'est le geste, alors c'est un mouvement que quelqu'un peut répéter. C'est permis dans ce métier-là de traîner la dame, par exemple, de la mener à la salle de bain. C'est permis, que ça fait partie du milieu ouvert du santé mentale. Alors, on a beaucoup discuté cet acte transgresseur que j'ai fait, parce qu'il y avait un psychanalyste qui disait comme ça, mais monsieur ne peut pas faire ça. Tu as réagi les réels par les réels. Et les réels par les réels, c'est mortifère. Mais madame, tu as oublié que je suis là, que je travaille là, ça fait 20 ans. Imagine s'il arrive quelqu'un ici qui veut être tué et je veux le tuer. C'est la question. Oui, mais moi, après, je passe la parole. Moi, ce qui m'interroge, c'est la définition du geste. Parce que le geste, tu le mets en avant. Mais le geste, moi, par exemple, j'ai toujours frappé, je vais faire une digression. Je travaillais avec mon cousin qui était maçon. Et lui, comme si c'était naturel, il mettait des coups de pelle. Pas possible. Et moi, j'en mettais une, j'étais fatigué, quoi. Et après, je regarde, je m'apercevais qu'il y avait une position pour avoir le juste geste. Mais ce juste geste, il a mis 15 ans pour le faire. Donc c'est pareil. Donc ce geste-là a aussi une construction. Tout à l'heure, quand tu parlais de tamiser, moi j'ai toujours aussi cette métaphore. Lui, c'est le tamis, moi c'est le couscous chez ma mère. Pour faire la bonne graine, justement, on tamise. Et là, comme on est dans la graine de la folie, c'est trop bon, la bonne graine, quoi. Et Marianne? Il y a des personnes qui veulent réagir. Moi, je voudrais... on en avait déjà un petit peu discuté hier, cette histoire de geste professionnel. Moi, ce que je trouvais intéressant dans cette idée de... cette réflexion autour de quand est-ce que l'acte devient geste et geste professionnel. Et on parlait de la question de l'intentionnalité et du contexte. Et là, j'associais sur faire des crêpes. Toi, tu as parlé de cette... on peut faire des crêpes dans un contexte familial. Voilà. Moi, il m'arrive de faire des crêpes chez moi, hein, d'accord. Et puis, il m'arrive de faire des crêpes... il m'est arrivé de faire des crêpes en milieu professionnel, c'est-à-dire en tant que médecin psychiatre, dans un cadre professionnel qui était une participation d'un collectif soignant-soigné du CATTP Rabelais à Saint-Henri. Ça, c'est pour Jean-Marie. Et c'était un geste professionnel dans le sens où il s'intégrait dans un être ensemble avec un partage entre ceux qui faisaient, mais pour ceux pour lesquels on était venu. D'accord ? Donc c'était vraiment quelque chose avec des emboîtements successifs. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on passe d'un paradigme à un autre ? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les mêmes gestes ou les mêmes outils presque éventuellement avec la même finalité, mais selon, c'est-à-dire le mieux-être, c'est-à-dire le langage, par exemple,
et en même temps être professionnel ou être autre chose. Donc, c'est même pas l'intentionnalité qui peut... Enfin, c'est vraiment plusieurs choses qui vont permettre à un moment donné de préciser de quoi il s'agit. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je suis là pour ça. Tu vas peut-être recommencer une autre fois. Est-ce que vous avez des questions à cet d'étape de débat ou pas? Est-ce qu'on peut entendre d'autres voix? Tout simplement. Non? Oui? Juste, je regarde les visages, s'ils sont pas tout à fait, s'ils sont là avec moi. Je te retourne le micro, Ali. Apparemment, la voix d'Ali vous berce quand même pas mal. Hein. Oui, j'adore attaquer les psychiatres, surtout quand j'ai Marianne à côté de moi. Ouais. Ouais, tu parlais justement de l'utilité du geste. Et moi, c'est pas, je me dis, la fonction qu'on en fait du geste, c'est ça le plus important. C'est comme quand tu prends une pomme de terre, on va vulgariser ça. Ouais, à la base, c'est la pomme de terre. Qu'est-ce que ça me fait? Il y en a qui vont faire des frites, il y en a qui vont faire un gratin, il y en a qui vont faire un ragoût. Et là, c'est pareil. Le geste, quelle fonction on lui donne? Quelle est sa finalité? Et ça nous interroge et ça me renvoie tout à l'heure au petit débat qu'on a eu sur la... C'était quoi? La réunion clinique. La réunion clinique. Et à un moment donné, il y a ce cas de problème qui était posé sur la complexité justement des approches. Et là, Igno, il a répondu, ça m'a fait plaisir, comme ça fait toc pour vous, c'est justement de s'interroger sur ce qu'il est la personne, pas ce que vous devinez sur la personne. C'est comment, le premier geste qu'il y a à avoir, c'est comment on arrive à faire une introspection de ce qu'il est. Comment l'amener à ça. Alors, j'ai un frère psychotique. Et chez moi, il y avait beaucoup de monde dans une maison trop petite. Il avait 3 chambres. Une chambre pour ma mère, mon père, une autre chambre pour ma soeur, et la 3e chambre pour 10 personnes. Et alors, il y avait seulement 3 lits. Il fallait dormir ensemble, il fallait bouger, il fallait dormir par terre. Et alors, qu'est-ce que ça fait avec moi? Je suis rentré en crise. Et alors, il fallait sortir de ma ville pour me rencontrer d'ailleurs. Et alors, la crise, et alors le mouvement. Et quelques années après, je suis rentré à la médecine et j'ai l'habitude de dire que c'est la psychiatrie qui m'a choisi. Et alors, la première année d'internat de psychiatrie, j'étais dans un jour de garde. Et alors, je ne pouvais pas sortir de l'hôpital. Et à un moment donné, un garçon est appelé en disant que sa mère était en crise. Et à ce moment-là, je suis parti rapide chercher qu'est-ce qui s'arrivait chez elle. Et alors, quelques heures après, elle est venue à l'hôpital psychiatrique. Mais la question, c'est que le lendemain, les psychiatres, ils posaient des questions. Pourquoi tu as fait ces gestes-là? Monsieur, il faut t'expliquer d'où je viens, toute mon histoire de vie, que ce n'est pas la psychiatrie qui va m'apprendre, c'est la vie qui va me faire ça. C'est pour ça que les origines des gestes dont je parle, il faut parler avec toi-même. Qu'est-ce qui arrive chez toi-même? Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à faire des mouvements différents vers la folie, d'être ensemble avec la folie pour faire la différence? Pour travailler autrement, il faut jouer un peu avec les normes pour faire autrement. Et je crois que les professionnels en santé mentale, ils ne font pas ça. Parce qu'ils n'ont pas de formation pour faire ça. Et alors, quand la crise arrive, il faut appeler le médecin. Parce que le médecin, il a les médicaments. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire la prise en charge sans les médicaments? Quels sont les savoirs qu'il faut bouger et quels sont les gestes qu'il faut faire? Moi, je veux dire que on ne tombe pas en crise comme ça. J'étais hospitalisée 4 mois et demi à Solaris. Et là, j'ai refait Saint-Roch. Et les médicaments, c'est vraiment nécessaire.
Et on tombe pas en crise comme ça. C'est tout. Merci. Oui? Non? Oui? Voilà, ça y est, ça commence à s'agiter. Mais c'est normal, je n'étais pas en face. Je veux rebondir par rapport à ce que vous dites. Je lâche pas non plus. C'est comme ça. Par rapport au fait de la manière dont on considère le patient, on prend toujours en compte là où il en est. Justement, je reprends une expression que vous avez utilisée tout à l'heure lorsqu'on était en réunion. Vous avez la tête dans le guidon. Mais justement, de pouvoir partager ensemble, ça permet de sortir la tête. Parce que justement, et je rebondis, je fais le lien avec ce que disait M. Rodriguez. Il disait que, moi j'entendais ce qu'il disait dans un certain savoir-être, hein, qui diffère du savoir-faire. Et il est vrai que quand on accueille, par exemple, je parle de cette place-là, quand on accueille des stagiaires, cette histoire, moi je me suis posé la question, cette histoire du savoir-être, c'est quelque chose c'est quelque chose dont on est pétri, un certain savoir-être, être avec l'autre, finalement, qu'on a appris, qui inclut la question du geste et pas de l'acte. On est, comment dire, comment ça s'enseigne? Ça, c'est la grande question, et je ne crois pas que ça s'enseigne aussi. Moi, j'en suis arrivée à cette même conclusion. Justement, le fait de partager ensemble, de pouvoir avoir finalement nos réunions, ce serait comme des petits staff éthiques finalement, où on ne prend pas réellement de décision, mais on partage ensemble à un moment donné, parce qu'on est chacun pétri de son histoire et fait de choses qui nous dépassent, qui sont hors formation, hors cadre, etc. etc. Et pour ne pas pouvoir essayer d'y voir plus clair, elles servent à ça, ces réunions cliniques. Hein. Donc voilà, c'était pour remettre le truc. Et on prend toujours le patient là où il en est. Voilà. On essaye de l'entendre là où il en est. D'accord, c'est juste. Oui, mais oui, je vais te redonner la parole à Lily tout de suite, il n'y a pas de souci, tu vas répondre. Mais il faut avancer dans la question de la sociothérapie, de ne pas rester forcément sur la question du geste, s'il vous plaît. Voilà, je suis aussi l'activateur de la chose. Après, les débats, ils se poursuivent à d'autres endroits, donc je suis un peu frustré. Je sais. Je vais lui redonner la parole, je peux. Que pour faire le lien un peu avec tout ça, moi je ne crois pas qu'il y a une seule façon de faire en psychiatrie et qu'il y a une bonne et une mauvaise façon, parce que je pense qu'il y a des... Ah pardon, oui, je suis Camille Taliana, pardon, je ne voulais pas préciser. Attends, je vais juste faire une précision par rapport à ça. Pour moi, l'origine de la parole, c'est justement sans l'étiquette. Maintenant, vous lui avez demandé, je comprends très bien. Mais c'est une habitude, c'est un geste social que nous avons tous. Il faut se présenter. On peut parler à différents titres. Et précisément dans ce genre de débat, on parle, si on se présente, on se présente. Si on ne se présente pas, on ne se présente pas. C'est-à-dire que moi, je suis tchatcheur. Vous voyez ? Donc voilà, donc on peut décaler d'un geste habituel que nous faisons, mais ça me donne l'occasion de rentrer dans le débat de plein pied, précisément. Voilà. Parce que là, vous nous avez demandé à faire un geste habituel qui nous met dans un conditionnement, finalement. Donc, bon, elle va se représenter, hein, mais quand même. Un prénom. Je m'appelle Camille. Bonsoir. Effectivement, c'est bien de dire son prénom quand même. Moi, je trouve aussi. Voilà. Alors moi, ce que je trouvais un peu intéressant pour faire le lien un peu entre tout là, c'est que pour moi, en tout cas, il n'y a pas une façon de faire, il y a des tas de façons de faire, de la même façon qu'il y a plein de patients différents. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, le danger... pour moi, d'une psychiatrie qui, moi, m'effraierait un peu, ce serait une psychiatrie où tout est pareil, où on traite tout de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes pour qui un traitement, comme vous disiez, madame, ben, c'est important, ça fait du bien, ça soulage, ça apaise. Je ne dis pas que c'est que ça. Je dis que finalement, il y a peut-être quelque chose qui est à prendre aussi un peu au cas par cas et de chacun avec ce qui va faire sens, etc. Et pour moi, la sociothérapie aussi, c'est une forme aussi d'être avec le patient qui propose autre chose. Et quelque chose qui est dans le lien, dans le social, avec, qui remet un peu aussi dans la cité quelque part. Parce que pour moi, la sociothérapie, c'est avant tout dans la cité. Alors il y a la sociothérapie dans l'hôpital, avec une mise en commun des ateliers, comme ça peut se passer par exemple à Édouard-Toulouse. Il y a carrément quelque chose d'un peu transversal à toutes les structures qui participent de cet établissement-là. Mais il y a aussi cette idée de la socialisation et de sortir de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire du côté très asilaire
de l'hôpital psychiatrique, mais de quelque chose qui est un peu dans l'idée du secteur, etc., va dans la citoyenneté du patient. Parce que le patient, c'est pas seulement un malade, c'est une personne. Et souvent, on a tendance à réduire à un symptôme ou à une maladie, etc., quelqu'un qui n'est pas que ça. Quelque chose s'exprime peut-être par ça, mais ça ne s'arrête pas à ça. Et effectivement, les médicaments, c'est pas tout. Comme un entretien parfois, c'est pas tout. Comme la sociothérapie aussi, c'est pas tout. Et c'est comment quelque chose peut se construire avec un maillage de tout un tas d'actions qui peut être aussi les j'aime, qui peut être avoir un lien avec son voisin qui voit qu'on n'est pas bien et qui nous dit allez viens ce soir, je sais pas, manger le couscous, je pense à votre couscous, ça me donne envie. Voilà. Et enfin voilà, il y a tout un tas de choses et pour moi la sociothérapie ça représente un peu ça en fait. Oui, Jean-Marie, sur ça je suis d'accord à 200%, la question n'était pas là, mais je vais répondre à la Corse là. Hein. Tout à l'heure quand je faisais ma réflexion... La réponse du Kabyle à la Corse. Voilà. C'était justement, Igno nous invitait. Donc, d'abord, tu dis, nous, on travaille toujours là où il est, la personne, là où il en est. Eh bien, nous, la question, c'est d'abord d'où il vient pour en arriver là. Donc, c'est tout un changement de paradigme. Donc, voilà, c'est justement, ça revient à ça, de complexifier toutes les approches. Ça veut dire que chaque personne a sa propre histoire. Ben oui, mais tu ne me disais pas ça tout à l'heure. Mais ça va, t'énerve pas, je te jure. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui, ça c'est la rencontre, là. Merci, c'est le geste. On a Cathy qui voulait prendre la parole. C'est juste parce que je me sens un peu démunie dans toutes ces discussions parce que j'ai l'impression qu'on parle toujours de gens qui quand même vont pas bien, mais quand même ils sont déjà calmés par des médocs ou quoi. Donc on n'est jamais dans des situations de crise, de comportement, des gens qui cassent tout, les gens qui veulent se supprimer. Enfin, je veux dire... Donc moi, je me pose toujours cette question. On va se la poser sur la semaine entière, je suppose. Enfin bon, je veux juste vous dire un truc que j'ai vécu. En 1976, j'étais étudiante en sociologie et je faisais partie de 7 personnes qui se renouvelaient, qui avaient le droit d'être donc à la Chénesse et dans le Loir-et-Cher. C'est un endroit de psychiatrie institutionnelle. Je ne sais pas où ils en sont en ce moment. J'ai raté de les prévenir qu'il y avait ça. Et donc, on était, nous les étudiants, donc après, je me suis fait embaucher pendant 1 an, j'y ai travaillé vraiment. Et on était donc des gens qui étaient là parce qu'on n'était ni psy, ni infirmier psy, ni étudiant en psychologie. On connaissait rien, on était de bonne volonté parce qu'on avait une formation quand même universitaire. Enfin, on était là pour quelque chose, je veux dire. Et donc, on devait mener des ateliers. Inventer des ateliers, sortir les gens des chambres le matin, faire des activités, mais ça peut être ce que tu dis, enfin des choses très simples avec les gens, discuter avec eux, et il n'y avait pas trop de censure, c'est-à-dire on avait une liberté de relation, mais on changeait tous les mois, et on n'avait pas le droit de rester avec les mêmes gens. On changeait et on n'avait pas le droit de s'attacher, et les gens, je m'en rappelle à l'époque, les gens qui restaient trop longtemps dans la clinique avaient des prélèvements ou des trucs sur leur salaire. Vous avez des avertissements s'ils restaient trop longtemps la journée. S'ils commençaient à se faire s'encrouter, quoi. À s'encrouter ou se faire mousser sur le boulot et tout. Voilà. Moi, je suis restée 1 an. Ça a changé ma vie. Enfin, ça a été très, très riche. J'ai pris un saut de merde dans les 2 premiers jours où je suis arrivée là-bas parce que la théorie, des fois, ça suffit pas. Et voilà. Je voulais juste vous dire ça. Voilà. On a monsieur qui vient intervenir. Oui, bonjour. Donc, mon prénom, c'est Yann. Je voulais faire un petit clin d'œil à ce que nous avons entendu sur le PowerPoint, notamment sur les gestes. Pas de publicité, s'il vous plaît. Sur les gestes. C'était pas un PowerPoint puisque c'était Open Office, donc ça peut pas être un PowerPoint. Bon, c'était une manière de résumer la situation. J'ai bien compris, pardon. Pas de souci. Et cette notion de geste, notamment... il y avait une des peintures où vous parliez de cette dame que vous avez... Moi, j'ai dit glisser, moi, vous dites traîner, mais dans la salle de bain. Et donc, et la peinture qui allait avec, juste à côté, était assez émouvante. Donc, voilà. Et je me pose la question, pardon. Est-ce que la prise de parole en public, c'est pas non plus un geste, en quelque part? Est-ce que, alors je sais pas, j'ai eu un clin d'œil comme ça. Je parle pas forcément de psychiatrie, de contention, de psychiatre, de médical, pourquoi pas de social à la rigueur. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il m'est vu un clin d'œil sur la prise de parole, quoi. Alors la première question, est-ce que la prise de parole ou parler en public, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un geste?
C'est une question posée. Oui, moi je peux juste répondre, après si vous avez envie de poursuivre, allez-y. Oui, d'accord. Oui, alors allez-y peut-être. Parce que précisément l'exercice de faire ça, c'est un geste qui est confisqué dans la vie. Et précisément le faire et essayer de renouer avec ça, c'est extrêmement difficile. On a pris des principes, on a pris des plis. On a parlé de débat, par exemple. On a parlé de tas de choses. Donc, au-delà du geste, il y a des mots aussi derrière, souvent des verbes d'ailleurs, d'action qui vont avec. Et des formules qui sont les sachants d'un côté et les ignorants de l'autre. C'est que ça crée des postures, effectivement, où on attend, où on se cache derrière soi. Donc, c'est un geste de parler. Sauf que ce geste, il est à plein d'endroits complètement squeezé. Et là, moi, je parlais carrément politique à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est un geste qu'on nous a désappris. Alors que c'est un geste premier, d'une certaine manière. Le geste social, le geste de parler avec l'autre, le geste d'aller vers l'autre. Après, on apprend la politesse, etc. Mais je trouve que ce geste-là, précisément, il nous est confisqué. Et que c'est extrêmement difficile de remettre en route des conditions, il y en a plein de gens qui tentent ça, les conditions pour que ce geste ressorte en nous. Et on voit bien toute l'émotion souvent qu'il y a dans les voix de la prise de parole en public. Je prends encore un autre exemple. Tout à l'heure, pendant la réunion, on a essayé de leur donner des micros pour qu'ils s'entendent un peu mieux, parce qu'ils sont dépaysés. Eh ben, non, ça l'a pas fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fallait qu'ils retrouvent précisément le geste, entre guillemets, confortable dans lequel ils se trouvent quand ils travaillent chez eux. C'est-à-dire dans un environnement où, précisément, on est dans la clinique, on est dans l'espace. Et ça, alors moi, je le reconnais, l'effort d'avoir fait cette démarche, d'avoir essayé ça quelque part. Mais on voit bien que, d'une certaine manière, au bout du compte, ils sont restés dans leurs gestes pliés, comme à l'hôpital, alors qu'ils étaient dépaysés. Moi, je trouve, et on est dans un geste de parole, précisément, là. Oui. Voilà. Donc, cet endroit d'échange, cet endroit de débat, n'a pas réussi à les décaler suffisamment pour qu'effectivement autre chose se passe que l'habitude. Donc, parce qu'après la prise de parole, la question, le discours s'annonce, se présente. Et donc, c'est cette notion gestuelle, enfin, que je reprends sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, quoi. Et sur ce que je disais aussi sur la prise de parole, c'est que finalement, par rapport à l'exemple que vous donniez tout à l'heure sur cet homme qui va bêcher, ou je ne sais plus, enfin, qui donne des coups de pelle. C'est un maçon, je crois. Voilà. C'est un cousin maçon. D'accord. et ouais. Bien sûr. Et je me disais que la prise de parole, ben là, c'est de ma personne que je parle. J'y étais habitué depuis suffisamment longtemps, et là, je veux dire que ça remonte à l'état de l'enfance, c'est-à-dire 10-12 ans, où j'étais dans un univers où il y avait du monde, des fois des assemblées, où moi je prenais la parole, ou alors tout simplement, sans parler de santé, de médical, je pouvais des fois jouer un morceau devant un auditoire, un morceau de musique, mais j'étais complètement gamin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la prise de parole ou la prise d'expression, que ce soit le théâtre aussi ou autre chose, c'est quelque chose qui effectivement se construit. Peut-être 15 ans il a mis, c'est ça? D'accord. Bon, en tout cas, voilà. Et enfin voilà, c'était juste le thème que je voulais aborder, c'était la prise de parole comme un geste. Et oui. Je vois que la prise de parole, c'est un exemple de geste. On va dire, si les gestes les fabriqués d'un deux côtés, le côté non verbal et le côté verbal, le côté interne, le côté externe. Mais dans les deux situations, il faut voir des débats internes, des débats qu'on fait avec moi-même, les débats de normes. Ce qui devient norme pour moi, pour les autres, il faut mettre un débat. Et alors je prends les paroles. Je vais vous parler. Je fais un geste. Parce que je fais un mouvement interne avant de parler. Mais ce que je viens de parler a une intention. Je veux dire quelque chose. Je vais exprimer contre l'hôpitalisation psychiatrique, par exemple. Oui. Oui, après vous voulez. D'accord. Pardon, excusez-moi. Je fais dans l'ordre. Pour revenir justement, puisque vous parlez de normes, finalement, est-ce que cette protocolarisation à outrance à laquelle on assiste aujourd'hui, justement, empêche le geste en tant que tel? Et c'est juste une question d'acte, finalement. Ça empêche vraiment le geste, c'est ça? Parce qu'il n'y a plus... Alors, oui, voilà. Oui, je veux dire une chose, que c'est très important et très cher à nous, Brésiliens. Je viens de lire un bouquin qui s'appelle « L'éloge de l'esquive ».
L'éloge de l'esquive, c'est la fabrication de dribbles. Et alors, c'est un auteur français, il disait qu'au début du football, surtout au Brésil, au début du football, les footballeurs noirs ont été interdits de jouer le football. Et alors, quelques années après, quand ils ont gagné la permission, il fallait dribbler pour rattraper les trains perdus, mais pour ne pas toucher les blancs, les gens blancs, il fallait faire des dribbles très intéressants pour dribbler. Alors les Brésiliens, ils jouent bien le football, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Mais il y a un rapport pourquoi les Brésiliens, les étoiles brésiliennes, elles sont des gens, des footballeurs forts, musclés, noirs, qui dansent, qui jouent la capoeira et qui dribblent bien. Mais de l'autre côté, il faut jouer avec les normes dans la vue. C'est pour ça que nous, Brésiliens, on joue avec les normes tout le temps. Et ça nous aide beaucoup à faire des gestes différenciés. Des gestes autrement de faire la prise en charge, par exemple. Et alors, on parle de rapport aux normes. Comment ça arrive, ces rapports aux normes en France? C'est différent. Avant que les normes soient établies, les Brésiliens, nous avons l'habitude de les contester. Mais c'est grave quand même, mais c'est joli de notre côté. Parce qu'on peut faire autrement. Et alors, c'est ça. Voilà, un espace de liberté. Alors, pour créer des gestes différents, créatifs, bizarres. Mais il faut que les gestes soient répétés pour quelqu'un. Je vais traîner la femme, oui. Mais on va dire que tous les psychiatres vont faire ça? Non, c'est permis de faire ça. On peut faire ça aussi. Pour faire autrement, j'ai traîné la dame. Mais je pouvais l'attacher au lit quand même. Pourquoi je fais ce geste-là? Parce que j'ai l'habitude de traîner les gens chez moi. Mon frère psychotique, il buvait beaucoup. Quand il tombait par terre, c'est moi qui faisais ce geste-là. Viens là, viens là, viens là. Je vais te soigner. Alors, ça fait partie de mon histoire de vie, faire des gestes comme ça. De créer autre chose, tout à fait. Et alors, je crois qu'il faut décentrer. Pour décentrer, il faut avoir du courage. Il faut faire le spécifique pour y aller au-delà du spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire, aller au-delà du spécifique? Il faut quitter les savoirs qui enferment. Et peut-être ne pas en créer d'autres. Continuer la stratégie du processus. Oui, on parle de sociothérapie, c'est-à-dire, je crois, de ce que nous sommes capables de faire ensemble pour s'apaiser les uns les autres. Moi, je crois qu'on ne peut pas commencer à parler de sociothérapie. Et je pense que tout le monde... Pardon, votre prénom? Ah, je vous attendais là. Alors, oui, non, c'est Maïté. Bonjour Maïté. Et donc, je crois que tout le monde ne peut pas être psychiatre, tout le monde ne peut pas être aidant, soignant, etc. Par contre, tout le monde peut un jour être malade. Et je crois que ce qu'on appelle la sociothérapie ne peut pas se faire avec des personnes qui ne seraient pas capables, en capacité, d'accueillir la surprise, d'accueillir la singularité de l'autre qui répond en écho à notre propre singularité. Et là commence un langage d'être humain à être humain. Après, il y a des concepts, après on peut mettre des mots, on peut appeler des gestes, mais d'abord, il faut laisser la place entre la singularité de l'autre et la nôtre pour qu'elles communiquent déjà ensemble. Voilà. Alors après, on va peut-être parler du GEM, etc. Mais je veux dire... mais justement, c'est un bon relais. Voilà. Allons-y. Parlons du GEM, parce que précisément, on est moins sur des spécialistes et donc moins sur des habitudes de gestes ou programmées. On est sur cette diversité dont on parle. Oui. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un groupe d'entraide mutuelle. Je pense qu'au bout de bientôt 10 ans, il y en a quand même quelques-uns parmi vous qui savent que ce sont des structures qui ont été faites dans l'esprit d'offrir à des personnes qui sont en situation de handicap psychosocial, d'avoir des lieux à l'abri du regard soignant, à l'abri du regard famille,
de façon à pouvoir être elle-même sans qu'il y ait un appel du symptôme. C'est-à-dire que si on est excentrique ensemble, eh ben on est excentrique, point. Ça n'appelle pas de symptômes particuliers. Et en fait, ça ne peut pas régler tous les j'aime, bien entendu. Mais en tout cas, ce qui est précieux dans ce concept, c'est la simplicité des recettes. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'a priori. C'est-à-dire qu'on accueille les gens sans leur demander s'ils se soignent, s'ils ne se soignent pas. Donc, est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'ils ne le sont pas? On accueille des personnes. Tout à l'heure, Camille a dit, on a l'habitude, enfin, on est tenté d'oublier que les malades sont, avant d'être malades, ce sont des personnes. Moi, je dirais qu'on a l'habitude d'oublier que d'abord, on accueille des personnes qui, peut-être, sont malades. Donc, c'est cette dimension-là. C'est qu'en fait, on est à égalité dans la vie, qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas. Je veux dire que plus la façon d'aborder l'autre est simple, plus on va vers l'autre sans l'arme d'un trop grand savoir, sans l'arme de ses diplômes, et sans la trouille aussi de se dire avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que je sais, avec tout ce que j'ai déjà vécu, est-ce que je vais être capable? Souvent, c'est ça qui freine aussi. Donc voilà, ma petite contribution pour le moment. Est-ce que je peux réagir un peu? Répéter trop vite. Voilà. La question, c'est que je crois qu'il a aujourd'hui, au milieu de la santé, de la prise en charge, de sociothérapie, etc., il a un processus d'appauvrissement de la clinique. Qu'est-ce que ça veut dire, cliniquer? Je crois qu'il faut mettre autre... Ça se dit cliniquer ou c'est juste un Brésilien qui le dit? C'est joli, hein? C'est joli, on a appris quelque chose aujourd'hui. Merci, Agneau. Cliniquer, cliniquer. Je clinique, tu cliniques, il clinique. Non, ça n'existe pas. Non? Non, mais c'est bien, bravo. Tu viens de faire la démonstration de ta capacité de trouver des solutions. Que lui, là, la clinique, comment on va faire la clinique bouger? Alors, ce n'est pas seulement entre les psychiatres et l'infirmier. Non. Où sont les aides-soignants? Où sont les psychologues? Où sont les éducateurs sociaux? Il faut mettre ensemble pour casser ce pouvoir entre les médecins et l'infirmier. Ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va dire qu'il faut construire le concept de clinique. Qu'est-ce que ça veut dire, clinique? Allez, prends celui-là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la parole tout à l'heure que j'ai oublié. Non, pas du tout. Ça va. Moi, je voulais réagir à justement, Igno, et en même temps sur l'intervention de la parole comme acte. Oui, effectivement. Il y a des pays où ils n'utilisent pas, on trouve la vraie fonction. Et aujourd'hui, ici, en démocratie, il y a un des pouvoirs qui a fait une exutoire pour le peuple. Il laisse parler, on dit c'est que du blablabla. Bla, bla, bla. Donc, aujourd'hui, quand la parole est incarnée à l'acte, là, la parole, elle a une identité. Elle a une résonance. Et donc, pour glisser, moi, ce qui m'amène dans l'incompréhension ou la compréhension, c'est les souffrances invisibles, celles qui se jouent à l'intérieur. Et là, moi, j'aimerais bien, justement, que toutes les personnes s'interrogent à l'intuition, à l'instinct animal qu'on a en nous. Et justement, quand on arrive à se réconcilier avec ça, automatiquement, ce qui s'opère, c'est que chaque fois qu'on rencontre une personne, on le sent. Parce qu'à travers lui, c'est nous qui a. Et donc, ces réflexes qu'il va avoir, nous, on peut les lire. Justement, c'est juste. Et donc là, ça nous amène à nous déplacer et ne plus avoir un regard sur les personnes, mais avec les personnes. Je reviens toujours sur cette notion parce qu'elle change tout. Parce que ceux qui... Je ne vais pas rentrer sur les dictons. On dit « je vous ai fait différent afin de mieux vous connaître ». C'est parce que dans la différence de l'autre, il se trouve une partie de moi. Et vice-versa. Oui. On est sur des choses aussi où j'ai l'impression, mais parce que c'est comme ça que je l'entends, peut-être que c'est fou, que c'est d'une certaine manière on met en cause aussi un acte qui serait travaillé par des professionnels. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse entre un CNTTP et un GEM précisément, c'est comment les médecins arrivent à rentrer dans une intuition aussi.
Non, pas toi, je sais pas ce que je veux dire. C'est que précisément, dans les cadres déformants, comme des structures hospitalières, etc., même si on veut en sortir, on est quand même dans un carcan. Et ce carcan, je disais ça tout à l'heure sur l'étiquette aussi qu'on porte. C'est-à-dire que la blouse blanche, on la porte tout le temps, en quelque sorte. Et je me demande si c'est pas de ça, si c'est pas le gros frein, celui-là. C'est-à-dire que finalement, pour exister à l'extérieur, j'ai besoin de me mettre un uniforme, j'ai besoin de me mettre une étiquette, j'ai besoin de... Voilà, je fais un petit détail comme ça, mais hier ou avant-hier, on a une réunion avec les bénévoles qui nous accueillent et ils nous ont dit comment on se fait repérer. Ils ont voulu le badge, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le badge, effectivement, c'est un geste qui dit qu'effectivement, si je porte pas l'uniforme, je ne suis pas quelque chose. Je ne suis pas en capacité d'accueillir ou de donner des informations. C'est très troublant. Parce que ça renvoie à l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne me repère pas, alors je suis rien. Mais si tu es quelqu'un, si tu vas vers l'autre. Donc cet endroit-là de l'uniforme, de l'étiquette, je ne sais pas encore comment on pourrait le dire, moi je pense que c'est pour pratiquer un petit peu quelques médecins psychiatres un peu partout, on a vu 3 sortes, il y a en même temps de l'empêchement personnel et en même temps de l'empêchement structurel. Et ça je trouve que c'est dommage, parce que précisément se lâcher dans une réunion, même si elle est fortement importante, ça aurait été vachement ça aurait fait réintégrer ces gens qui sont des personnes et qui ne sont pas juste aussi leur fonction. Pardon. Non, mais écoutez, je n'ai pas dit mon prénom, pardon, je vais me présenter. Je m'appelle Marie-Ange. Bonjour Marie-Ange. Moi, ça me fait rebondir sur cette question, la question de l'altérité, tout simplement. Ça, c'est le débat de samedi. Oui, oui. Ça, je ne vais pas laisser passer ça. J'arrête. Voilà. Faut venir samedi. Mais par contre, je reviens par rapport au filtre interprétatif quand on rencontre un autre. Forcément, on travaille avec sa personne, on travaille avec son corps, on travaille avec... parce qu'il y a même... je veux dire, on parle de corps soignant, c'est pas pour rien. Hein, même notre propre corps est inclus dans le... Parfois, moi, quand je travaillais en intra, et notamment en somatique, parfois avec une collègue, je lui disais, bon, là, je vais aller voir tel patient. Je me disais, bon, là, tu pèses 100 kilos, quoi. Enfin, faut y aller, quoi. Faut tenir, à un moment donné. Donc, on y va de son corps dans la parole aussi. Hein, dans sa posture, dans sa... Voilà. Donc, je crois qu'il faut inclure toutes ces dimensions-là. Et, comme il disait, justement, on est une caisse de résonance, bien sûr, de ce que va provoquer l'autre en nous. Mais cette altérité, il faut la considérer, parce qu'il faut considérer que cet autre, il se rapproche de nous de par sa condition de... On parlait d'humain, d'être humain, de mortel. Mais il est bien différent de nous de par sa propre histoire. C'est-à-dire que si on se contente comment dire, on a un filtre interprétatif, mais c'est de pouvoir le partager, ça permet justement d'avoir une autre vision des choses et de pouvoir interpréter, et surtout pouvoir mieux soigner. C'est-à-dire avec l'autre et avec les autres. Hein, parce que parfois, on n'est pas être le seul jugé parti. Parfois, c'est, pour prendre une expression commune, hein, que tout le monde peut entendre, je veux dire, c'est se mettre là, pour le coup, en position de savoir. Bien sûr, il y a cette question d'intuition. On pourrait dire de l'intuition. On pourrait dire cette question de... Mais toujours garder à un coin de sa tête que l'autre est bien différent de moi. Voilà. Et sinon, on y met trop d'une autre, quoi. Comment l'expliquer ? Pour le dire simplement, j'essaye de le dire très simplement avec des mots très simples, en fait, pour ne pas rentrer dans un jargon. C'est bien, merci de faire cet effort. Mais c'est justement parce que l'autre est autre qu'on ne peut pas faire autrement que de l'écouter. La clinique, ça se fait avant tout avec le patient. C'est la personne qu'on va recevoir qui va nous dire qui elle est, où elle en est, ce qui se passe pour elle. Enfin, on ne peut pas décider ça entre soignants ou dans une quelconque structure. Ça se construit à plusieurs avec le patient. Parce que là, on parlait de l'équipe et de tout le travail de réflexion, mais au centre de tout ça, c'est le patient. Et il ne faut pas qu'il soit l'objet du soin, mais qu'il soit sujet, lui, de ce qui lui arrive et de comment on va essayer de mettre en place des choses avec lui et à partir de lui et de ce qu'il dit. Et c'est vrai que ça, je vous rejoins. Par moments, on entend des choses très étonnantes de gens, par exemple, qui semblent découvrir que quand on écoute un patient, on apprend beaucoup de lui. Ben oui, mais en même temps... Et de soi-même. Alors que si on regarde bien de la médecine, et Hippocrate, etc., c'est quand même l'idée que ça part de ce que dit le patient, de ce dont il souffre. Et ça, on ne peut pas...
Je crois qu'on ne peut pas passer à côté. Enfin... Juste un mot, parce que moi je voudrais ouvrir peut-être. Margot, excusez-moi. Bonjour Margot. Bonjour. Je voudrais, je sais pas, glisser sur autre chose, parce que là ça tourne depuis un moment. Et bon, il y a des références de base. Ça s'appelle le transfert, c'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un, mais en tant que professionnel, puis ça se pose comme ça, on essaie de qu'est-ce que ça nous fait à nous, et c'est ce qui est travailler en équipe, voilà. Et en fait, ça sert surtout, moi en plus je suis assistante sociale, donc c'est lourd, ça sert surtout à sortir de la déformation de ce que nous a donné la profession, parce que ça nous éloigne de la rencontre avec l'autre. Mais toute l'expérience, c'est que cet éloignement, on lâche et on peut rencontrer quelqu'un parce qu'on travaille sur, comme on dit, sur soi, on essaie de voir ce que ça fait. Ceci étant, je reviens au point de départ de ce qu'avait dit Marianne, parce que je pense qu'on n'a parlé que de ça, qui était lié à la différence, la sociothérapie, peut-être ceux qui ont de l'expérience et qui ne sont pas comme professionnels, mais comme on dit usagers, patients, ce que vous voulez, enfin, tous ceux qui vivent la sociothérapie, peut-être de reprendre un petit peu ça, parce que là, ça se passe autrement que dans le face-à-face, ça se passe autrement que sur le geste qui a été authentique et qui a été possible. Voilà, même s'il pouvait choquer, il est authentique et puis il a pu être parlé, repris. C'est la différence, toujours professionnellement, de ce qu'on pourra dire d'un passage à l'acte. La différence entre un passage à l'acte où on voit rien, on y va et on répond, et puis quelque chose qu'on a pu faire naturellement, ce qui est très difficile, d'avoir le bon geste naturel, quelque chose. Voilà. Ceci étant, j'ai l'impression qu'il y a sûrement un fil à renouer avec la sociothérapie. Comment c'est travailler ensemble, c'est professionnel et c'est soignant, et ça soigne. Hein, voilà. Et ça, pour moi, c'est un peu un mystère, parce que je ne m'y suis pas coltinée, que ça m'intéresse que les uns et les autres me disent comment ils avancent voilà, grâce à la sociothérapie. Sauf à dire qu'il y a quelques années, quand j'ai découvert un peu l'équipe, c'est ATTP, on va dire autour du carnaval, surtout autour d'activités à l'extérieur. Pour moi, la sociothérapie, c'était un acte avec un recul, etc. Et ce que j'ai vu, c'est la possibilité de permettre, de se permettre et de permettre aux personnes qui viennent, au CATTP, etc., d'être plus dans la société. Enfin, d'y être, enfin, d'en être, hein, voilà. Donc ça aussi, c'est un peu différent en termes de sociothérapie de ce qu'on connaît. Donc peut-être creuser ça aussi un petit peu. On va laisser Nio répondre court, s'il te plaît. Ce que vous venez de dire, ça me fait rappeler une histoire, un débat entre le monsieur Toscaye et Basaglia. Toscaye, il disait qu'il faut traiter l'hôpital pour traiter les malades. Et d'autre côté, Basaglia vient de dire, il disait, mais monsieur, excusez-moi, mais cette institution-là n'a pas de guérison. Alors, ça change tout. Quand on dit non à l'hôpital psychiatrique, ça change tout. C'est ça, je suis pour ça. Alors Franco, on a un petit portrait, hein, ça fait partie de nos 4 repères psychiatres, Franco Basaglia, dont un des portraits quelque part. Dédé. André, donc, Dédé pour les intimes. Bonsoir Dédé. Bonsoir Jean-Marie. Donc ça fait quelques temps que je travaille avec Jean-Marie, Ali et toute l'équipe à préparer ce qui se passe depuis hier. Et il y a un truc qui me titille depuis tout ce temps, et le débat d'hier, le débat d'aujourd'hui, c'est qu'on parle tous de prise en charge de l'humain, d'aider l'autre, d'aider l'autre en tant que personne. On est tous d'accord là-dessus. Et en même temps, tout le monde s'oppose sur comment doit-on faire. Et notamment, on oppose ceux qui seraient aidants naturellement et ceux qui ont le savoir
et qui ne le seraient pas, ou seraient suspectés de mal le faire. Alors, moi, la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce que les gens qui seraient formés le feraient-ils mal? J'ai essayé de la poser tout à l'heure aussi. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois qu'on essaie de la poser, mais personne ne nous y répond. En même temps, le savoir n'empêche pas tout. Ennio, à l'instant, il vient de se référer de Toscaïès et de Basaglia. Ça s'appelle le savoir. On ne peut se référer, faire appel à des références que si on les a. Donc si on les a acquises. Alors après, bien sûr, on n'est pas obligé d'être psychiatre. Je ne suis pas psychiatre, hein. Je n'ai pas le niveau. Donc on n'est pas obligé d'être psychiatre pour avoir des références, mais les références sont utiles. Et en même temps, je rejoins Margot sur l'histoire de la question de la sociothérapie au niveau du CATTP de Saint-Henri, dit Rabelais. C'est tout ça. En fait, c'est ça. C'est qu'on est parti du savoir, on est parti de la psychiatrie institutionnelle, on est parti de Toscaïès, mais il n'y a pas eu que Toscaïès, il y a eu Basaglia, il y a eu tout ça. On est ouvert, on a réfléchi à tous les outils qu'on pouvait avoir, et on s'est dit que la psychiatrie institutionnelle, ça avait quand même fonctionné à un moment. C'est quand même ça qui a fait péter l'asile. C'est ça qui a fait que l'on n'appelle plus un asile. En même temps, asile, c'est pas mal. Hein. Asile, le vrai terme, si on sort de la folie de la psychiatrie, c'est un refuge. C'est un refuge. Hein. Donc c'est un endroit où on peut accueillir les gens pour les aider. Bon. C'est comme ça que dans le Nord, on appelait les premières maternelles. Ça s'appelait des salles d'asile. Voilà. Donc, ceci dit, le terme était péjoratif, donc on a fait péter asile, on est devenu centre de psychothérapie, centre hospitalier spécialisé. Enfin, ils y mettent 40 noms, c'est pas ça qui compte, hein, c'est pas les noms que les ministres vont coller à l'outil, c'est la façon dont nous on s'en sert. C'est ça qui compte. Et donc nous, on s'est dit, cette psychiatrie institutionnelle, elle a quand même ouvert des portes, elle a quand même permis d'avancer, elle a permis de penser que le traitement n'était pas la seule solution, elle a permis de penser que la contention, c'était le degré ultime de la protection. Donc c'est pas mal de partir de là, et on est parti de là, mais en même temps, on est à l'an 2000, on s'était dit que c'est peut-être intéressant d'amener tout ça dans la société, dans la ville, avec les gens, avec ce qui était autour. Alors on a l'avantage, nous on est un tout petit centre d'accueil dans un tout petit noyau villageois, à Saint-Henri. On a la chance aussi d'avoir développé un gros réseau au niveau associatif, mairie de secteur, partenaires, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Ça veut dire que je suis bien placé géographiquement aussi quand même. Hein, genre. Et on est bien placé géographiquement, ça aide. Ça aide. Et donc du coup on a juste essayé de tirer ce savoir-là, ce savoir qui vient de l'hôpital, de l'asile, de le tirer pour ramener tout ça, ramener le soin dans la société. Moi, quand je parle de sociothérapie, c'est à ça que je pense. Il y a un truc qu'on néglige aussi, après j'ai fini. J'ai pas pris la parole. Oui. Il y a un truc qu'on néglige aussi, c'est l'image. On est parti de là quand même, hein, cette histoire. On est coupable parce qu'on est un malade psychiatrique. C'était ça le point de départ. Et on fait ça, on a la difficulté aussi quand on essaie d'amener la thérapie dans le social, pour pas dire sociothérapie, c'est qu'on se heurte à l'image de tout un chacun. Qu'est-ce que les gens imaginent? Qu'est-ce qu'un fou? Qu'est-ce qu'un malade? Je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, ce sont des personnes que j'essaie d'aider. Patient, client. Ah non, pas client, putain. Tout, mais pas ça. Alors, le reste, ce que vous voulez, mais pas client. Et on se heurte à l'image. L'exemple, on parlait du carnaval, on a bricolé notre char toute la journée, on en est à bientôt 97, Ben, le premier, voilà, donc faites le compte. La première fois que je suis rentré avec l'étiquette celui qui amène les fous au carnaval, les personnes qui étaient présentes autour de la table, qui étaient tous des militants associatifs, des gens qui avaient envie de travailler le vivre ensemble et de faire la fête autour du carnaval, il y en a qui se sont levés pour me mettre dehors de la réunion physiquement. J'ai la chance, hein. 1m90, ça, ouais. 95 Ça kilos. te sort pas facile. C'est peut-être pour ça que tu es devenu infirmier de secteur psychiatrique d'ailleurs. C'est pas pour ça. Ah oui, mais ça on me l'a dit aussi, mais ça c'est une autre histoire. Donc on ne sort pas facilement du truc. Il a fallu expliquer, dialoguer, réexpliquer. Et on est maintenant en 2015. Et voilà, cet après-midi, on a bricolé un char de carnaval avec les lycéens de l'Estac, leurs professeurs,
les gens qui sont pris en charge au CATTP Rabelais et tous les gens qui sont passés autour et qui ont bien voulu nous accompagner sur ce bricolage du jour. Voilà. Mais c'est long, c'est compliqué, et c'est surtout pas en opposant les gens qui ont le savoir d'un côté et les autres qui se veulent aidants de l'autre qu'on va arriver à faire avancer le schmilblick. Si on reste sur cette dichotomie-là, on va donner raison à certains de nos gouvernants qui donnent des budgets. Deux derniers gros budgets qu'on a eu sur l'hôpital, si je ne me trompe pas, c'était des grilles, des serrures et des portes, quoi. Ouais, c'est à visiter, c'est à voir. Hein. Voilà. C'est à voir, tout vert, superbe. À tel point que les gens des ateliers, ils ne savent pas quoi en faire des grilles, et quand vous demandez est-ce que je peux faire un potager dans l'hôpital, avant de bêcher le truc, ils vous mettent une grille autour parce qu'ils en ont tant qu'à faire. Donc voilà, donc si nous, les gens qui ont envie de faire avancer les choses, on se compte, ah oui, j'ai bien dit, on se laisse, on se contente de s'opposer les uns aux autres, eh ben c'est la porte ouverte à la fermeture. Ouais. Je vais juste me faire une... Je tends le micro à Ali au passage en même temps. Ce que tu as dit, moi, il m'intéresse parce que tu l'as opposé, et ça s'oppose souvent à ta raison, c'est-à-dire on a l'impression que c'est binaire, c'est ou t'es soignant ou autre chose. Moi, ce que je trouve très intéressant dans l'expérience depuis que je mène avec vous dans le carnaval, c'est que ça m'oblige à sortir de moi-même, et je sens bien que, en tout cas, j'ai eu du mal, moi, à reconnaître les patients, des infirmiers, etc. C'est-à-dire que l'étiquette, c'est l'autre personne de soi qui sort. Quand quelqu'un va se mettre parce qu'il fait pas le chef, quoi. C'est pas parce qu'il est infirmier qu'il fait le chef. Il va se mettre à coudre aussi, il va se mettre à peindre. Donc il sort une autre partie de nous. Tu n'as pas mis le badge. Je veux dire par là que ce qui fonctionne, c'est justement ce troisième terme, où précisément ce qui sort, à travers le geste médical, à travers le savoir, ou à travers des tas de choses, il sort quelque chose d'autre de soi, qui rentre en contact avec l'autre. Et du coup, même si les patients savent très bien qui tu es, etc., il y a autre chose qui s'opère, et c'est de cette autre chose dont il faudrait parler précisément. C'est-à-dire à quel moment on redevient homme face à un homme, ou une femme. Voilà, Ali, pardon. Oui, je vais faire parler mon instinct et mon intuition, et j'ai remarqué que depuis tout à l'heure, ceux qui ont le plus de réticence quand on parle de fermer la psychiatrie ou de donner une critique à la sociothérapie, comme par hasard, c'est ceux qui travaillent dans le centre médical. Psychiatre, infirmier, tout ça. C'est le truc que j'entends, quoi. Et quelque part, on me dit, mais il faut regarder ce qu'on fait. Mais là, justement, j'aimerais bien qu'on se réinscrit dans l'histoire, la continuité, et de se dire qu'aujourd'hui, on est convoqué à évoluer. Ça ne veut pas dire que ce qui a existé hier n'était pas utile, pas du tout. C'est-à-dire que la sociothérapie aujourd'hui, encore le fou est un bouc émissaire, est un fourre-tout. Parce que là-dedans, il renvoie à justement la sociabilité qui est en destruction dans le pays. Donc, au lieu de se cacher derrière la personne et se dire finalement, on va tous mal. Et donc, c'est une invitation, même comme on aime bien se cacher derrière le fou, de se dire, tiens, on va faire avancer le fou en premier et on tâte le terrain, quoi. Et quelque part, moi, si on est dans la continuité de Bassaglia, qui avait dit plus de psychiatrie, la sociothérapie, ça veut dire qu'on intègre la personne dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de psychiatre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'infirmier. Ça veut dire qu'on abat les murs, et les murs d'abord physiques et ensuite psychologiques. Ça veut dire, là on ne va pas rentrer dans le débat, l'amener à l'altérité et de se dire que chacun peut être différent là où il est. Et justement, et si on arrive à faire ça, quoi, ça veut dire qu'à un moment donné, enfin, on met de l'oxygène. On en a besoin, non? Ennio. Dans l'ordre d'André et après... Au Brésil, nous avons beaucoup l'habitude d'importer les processus italiens d'inspiration. Mais on a oublié un peu le processus français. Et c'est justement pour ça que je suis là, pour approfondir dans mes études de doctorat, la 3e année de doctorat. C'est pour ça que je suis venu en France. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut avoir une politique. On ne peut pas tout faire seul. Et alors, quelle est la politique de santé mentale à Marseille, en France? Je peux vous expliquer au Brésil, je viens de dire quelque chose, mais on a un mouvement au Brésil contre tout ce que je viens de dire, tout que j'ai dit. Et alors, quelle est la politique? On parle de quoi pour faire la sociothérapie? Eh bien justement, il n'y en a pas.
Le problème, c'est que pour répondre à Ali, le souci, là, quand on évoque le savoir, si tu veux, c'est qu'il y a ceux qui sont capables d'utiliser, d'en faire quelque chose, et puis il y a le carcan dans lequel on met les étudiants maintenant. Voilà, que ce soit des étudiants infirmiers, surtout, enfin moi c'est ce que je connais le mieux, mais pas que. Les étudiants qui arrivent et qui débarquent, nous, au CATTP, ils nous regardent avec des grands yeux. La première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de me soigner moi. C'est trop tard, c'est foutu. Ils sont dans des trucs protocolaires, très carrés, très fermés, et vachement plus fermés même que les fameuses grilles de l'hôpital. Et ça, et nous on parle de politique, il n'y a pas de politique. On les maintient là-dedans. C'est-à-dire que, au-delà on donne des budgets pour installer des grilles, mais aussi on change la façon de former les gens, et on fait de ces gens-là des gens, je ne sais pas comment dire ça, ils ferment davantage, eux, en tant qu'individus, que les jolies grilles inoxydables. C'est ça qui est dramatique. Et on les forme à être soignants, on les forme à être aidants, et en fait, on les forme à quoi? Je ne sais plus. Donc on les déforme, quoi. C'est ça. Ok, alors j'ai quatre prises de parole dans le cours. Ici, la première, elle est là. Je reprends le débat qu'on avait tout à l'heure justement avec André sur la question aussi du rapport au savoir. Et je crois que peut-être en France on a un problème avec ça, et même dans toutes nos formations de soignants. Il y a on forme des hyper spécialistes, du coup plus personne ne se rencontre et se parle, et chacun dans ses petites enfin Edgar Morin en parle très bien, mais pour pouvoir justement, je rejoins André aussi sur l'idée pour pouvoir justement lâcher ce savoir, laisser tomber le savoir pour pouvoir rencontrer l'autre, il faut pouvoir le maîtriser, ce savoir. Enfin, le maîtriser, entre guillemets, se l'approprier, ce savoir. Pour pouvoir se l'approprier, c'est beaucoup de travail. Et on n'est pas assez exigeant sur le savoir aussi. Moi, comme je disais à André tout à l'heure, à l'université, pour avoir eu la chance de pouvoir y travailler, ce que je déplorais, c'est comment peut-on enseigner un métier sans le pratiquer, sans le travailler, que ce soit juste... vous savez, la culture, c'est comme la confiture, comme on dit. Mais je veux dire, à un moment donné, comment s'approprier les outils pour pouvoir en faire quelque chose qui ait du sens, finalement. Et que la question on n'est pas assez exigeant sur la question du savoir. Voilà. Et je pense que si on part de là, on arriverait à faire déjà des choses plus intéressantes. Ah, l'université. Pierre-Pascal, tu veux? Toujours, pardon. Alors, je voudrais revenir sur justement le doit-on Comment ouvrir... tu t'appelles? Pierre-Pascal, par contre. Et une précision, je suis médecin mais pas psychiatre. Oui. Je suis médecin généraliste, mais je travaille en milieu psychiatrie. Une petite remarque, je pense que la réponse à ce savoir, c'est d'arrêter de se poser des questions. Des fois, face aux personnes, il faut les accepter telles qu'ils sont et pas se poser de questions de savoir pourquoi il fait ça, ou pourquoi il a fait ça, ou pourquoi il est dans l'aspect physique dans lequel il se situe. Mais je voulais revenir sur la violence de la société elle-même et l'acceptation en fait de la folie par la société. Je pense qu'ouvrir les portes pose le problème de la société. Après, voilà, moi, en tant que généraliste, j'accompagne les gens à l'hôpital psychiatrique, mais aussi à l'hôpital général. Et ce que je ne supporte pas, c'est justement qu'à l'hôpital général, ils soient reconnus comme fous. Et donc non aptes de la même manière, en fait, à suivre les soins. Donc cette violence-là, il y a aussi des gestes, en fait, du commun et d'autres professionnels qui sont des vrais handicaps aux soins, en fait, et au rétablissement. Merci Pierre-Pascal. J'avais oui, Marine, tu étais en quatrième. C'est vous qui avez levé la main, ça me semble bien. Est-ce qu'on peut faire la chaîne, s'il vous plaît? Merci. Jo. Salut Jo. Ça va? Ouais, il faut foutre un petit peu d'humour chaque fois, sinon on s'en sort pas. Nous, on est dans un accueil de jour. Voilà, c'est un accueil de jour de la Fondation Abbé Pierre, boutique Solidarité. Et nous, on a pris le problème. On s'en foutait en réalité de savoir si les gens étaient fous ou pas, puisqu'on était guidé par un concept qui est inconditionnalité. L'inconditionnalité, c'est-à-dire la porte est ouverte et les gens rentrent. Et on ne leur demande pas leur nom, leur prénom, tout ça.
on s'est aperçu que, d'une part, on se fout de savoir la pathologie parce que chaque personne étant différente, le résultat de ce qui passe, c'est une rencontre qu'on appelle, nous, singulière. C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes rapports avec chaque personne qui vient. Et on s'est aperçu que cet endroit était très investi par des personnes qui, a priori, n'allaient pas bien, quoi. A priori, je dis bien, puisque chez nous, on n'a pas l'impression qu'ils vont pas bien, quoi. Et ça donne, et je rejoins Pierre Pascal, ça donne une question, ça donne réellement une idée de ce que subissent les personnes à l'extérieur. Et la phrase de Brecht, que je répète à l'envi à chaque fois à mes collègues, parce qu'on est dans de l'auto-formation, parce qu'on ne sait pas, donc on s'auto-forme avec les gens qu'on accueille, et les gens qu'on accueille, ils se forment et ils nous forment aussi, quoi. C'est des échanges. Ils intègrent les équipes de bénévolat. Moi, dans mes bénévoles, j'ai des personnes qui sont suivies, quoi, je veux dire, par l'équipe mobile, et ça pose pas de problème, quoi, je veux dire, parce que c'est des personnes, quoi, c'est tout. Et la phrase de Brecht, c'était ça, c'était on dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent, on ne parle jamais de la violence des berges qui l'enserrent. Et dans notre pratique, chaque fois qu'on a pu poser la question de la violence des berges, en tout cas de l'existence de ces berges, eh bien, les phénomènes d'expression un peu paroxystiques disparaissent. C'est-à-dire que nous, à la boutique, on s'aperçoit que les personnes telles qu'elles sont, elles sont accueillies comme ça, et ça ne provoque pas, ça provoque un minimum d'incidents, on va dire, dans une année. On en est à un incident par an pour 350 passages jour, quoi. C'est peanuts, d'autant que les gens qui sont orientés, il y a une équipe mobile qui vient, etc. Et on sait bien qu'il y a autour de nous, il y a des gens qui ont des suivis, etc. Mais en réalité, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Et donc, le fond de cette histoire, c'est que quand même, il faut s'apercevoir que c'est cette société qui rend fou. Qui non seulement taxe les gens de folie, mais les contiennent à l'intérieur de cette étiquette. Et c'est bien de cette société-là dont il faut se débarrasser, quoi. Je veux dire, et la psychiatrie, je ne suis pas d'accord. Les gars qui sont formés aujourd'hui en psychiatrie, c'est des gars qui sont formés pour gérer des stocks. Ils ne sont pas gérés, ils ne sont pas formés. Et donc cette formation-là, elle existe. Et les objectifs, c'est ceux-là. Ce n'est pas le soin, on n'en a rien à péter. C'est gérer le nombre de lits. Et à partir de là, c'est sûr, moi si j'ai 10 lits et que je dois gérer les lits, je deviens gardien de clés. Les grilles, elles s'expliquent comme ça. Elles ne s'expliquent pas par la dangerosité, elles s'expliquent simplement par les difficultés qu'on a à gérer. Alors on parle de flux, on parle de n'importe quoi. Fil actif, j'adore le fil actif. J'ai eu beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire. C'était un joli mot pour moi, puis quand j'ai compris, c'était plus pareil. Et ouais, parce que moi en plus, par définition, je suis un peu inactif. Voilà. Merci Jo. On va se diriger tranquillement vers une fin. Voilà. Donc Marianne, peut-être Ali, enfin je sais pas. Voilà. Chaque fois qu'on va descendre au niveau de l'intention pour aller manger, parce que franchement ça commence à faire faim. Il y a le GEM, pardon, bien sûr. Moi je voudrais... il y a deux, trois petites choses, parce que tu as questionné sur la question, c'est quoi la politique la politique de quoi? La politique des politiques, la politique de... Oui, mais la politique en santé mentale. C'est-à-dire, en gros, là où nous convoquent les politiques, nous, professionnels de la santé mentale, ou comment le législateur organise les soins en santé mentale. C'est ça ta question? Les deux. Grosso modo, il y a eu des réformes successives. La dernière en date, elle date de 2011. Et pour la faire courte, il est dit en haut et en clair, les soins sans consentement doivent être l'exception. Mais tout le reste, c'est comment ils s'organisent. Et rien sur... ce qui devrait être la grande majorité, c'est-à-dire les soins librement consentis. D'accord ? Donc déjà, ça te donne une idée.
Et après, c'est comme on n'a pas beaucoup de lits et qu'il faut surtout organiser les soins sans consentement, on va aussi les organiser dehors, c'est-à-dire on va organiser l'enfermement dehors. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup ça. Voilà. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être, parce qu'on en parlait là un petit peu, de toi on échangeait sur, on a beaucoup parlé, il y a plein de gens qui n'ont pas parlé, et notamment ceux qui participent avec nous justement à ce mouvement, à ce geste, ou ces gestes de sociothérapie. Donc, bon, ils ne sont pas exprimés. Je sais que d'autres vont s'exprimer, et j'aimerais bien qu'ils aient du temps pour le faire. On va regarder un peu. Les gens du GEM, et puis justement le témoignage qu'ils ont sur cette expérience qui me paraît très intéressant. Sur lequel on va pouvoir finir, parce que c'est un film. Donc un point d'Ali un peu rapide, s'il te plaît, merci. Madame, je l'ai vu là-bas, et puis après, on fait ce que tu dis, Marianne. Marianne, je fais la boucle sur ce qu'a dit Jo. Merci Jo, parce que ça m'a invité de parler, je te promets. Je te remercie. Voilà. C'est justement tout ce processus inverse qui s'opère. Et le pire, c'est qu'on vide les hôpitaux, on ne le dit pas, pour remplir les prisons. Ça, il faut le dire, quoi. Voilà, parce que la finalité, c'est ça. Et donc, dans les prisons, ça veut dire que derrière, on criminalise l'altérité. En plus, maintenant, ils ont été encore un peu plus loin. On criminalise la pauvreté. Et comme souvent, les personnes qui sont dites faibles de santé mentale sont précaires dans tous les sens. Donc, c'est les premiers qui sont frappés, quoi. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est le mutisme de la psychiatrie, quoi, qui cautionne ça, et après qui viennent donner des leçons sur des engagements, quoi. C'est honteux, parce que là, à leur niveau, ils ont une responsabilité, quoi. Donc, je le précise, vous parlez dans le micro. Moi, je m'appelle Annick. Bonjour Annick. Bonjour, et j'aurais voulu vous demander, là, quand vous parlez de danse-thérapie, de danse, ce qui est important, c'est, il me semble que les personnes qui ne peuvent pas parler avec les mots, dans la danse, elles doivent s'exprimer. Alors, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous avez eu comme exemple dans votre... démarche dans votre... Voilà. En fait, merci. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit danse, mais il a un grand rapport, je peux vous expliquer. Je suis comédien de théâtre. Et alors, quand on n'a pas de paroles, ce sont les gestes qui apparaissent. C'est ça? Et alors, dans le théâtre, il a un mouvement attractif, expressif, attractif. Pour faire, dans la danse par exemple, mais surtout au théâtre, pour faire, on ne peut pas sauter le mur, elle est là. On ne peut pas sauter le mur comme ça. J'arrive pas à sauter le mur, par exemple. Il faut que je fasse des mouvements derrière. Ça, pour faire... pour sauter les murs. Et alors, je parle de la clinique du mur, pour comment les malades mentaux en crise sautent le mur. Et pourquoi ils sautent le mur. De l'autre côté, il y a un autre mouvement qu'il faut figer le mouvement pour écouter. Et alors, on reprend la consultation va faire un autre geste. Mais il faut figer, c'est ça les mots, je ne sais pas si c'est les mots corrects. Figer le mouvement, fixer le mouvement pour faire un geste. Je ne sais pas si j'ai expliqué, mais je parle pas de danse, je parle de tous les mouvements qui vont devenir un geste significatif pour les travailleurs, pour les soignés et pour les patients. C'est ça. Allez-y, je vous en prie. Donc on fait le relais sur le passage autour du GEM et des pratiques du GEM, voilà, avec un petit film à la fin d'ailleurs, mais je vous en prie. Jean-Claude a faim, et quand il a faim, il devient méchant. Vas-y, pardon. Je peux te mettre par là, comme ça. Si tu veux.
Absolument. Je vois les personnes comme ça. Tu peux même venir dans la lumière si tu veux. Je vous la laisse. Merci. Donc, il y a une petite vidéo là qui va vous être présentée. Et après, un petit débat ou une présentation du pourquoi du concept que vous allez visionner. Avant tout, moi, je voulais juste un petit peu préciser au niveau du GEM, donc des groupes d'entraide mutuelle, et notamment celui de Castellane, donc le GEM Les Canoubiers. Voilà. C'est vraiment un lieu où justement là, j'essaye de nous faire sortir du discours médical, du discours j'inviterais presque les médecins à sortir. Non, je plaisante. Non, parce que tout ça pour vous dire en fait que c'est un lieu, le GEM, où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier, enfin il n'y a rien de médicalisé. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, quand les personnes arrivent, on ne va pas leur demander qu'est-ce que tu as, est-ce que tu es soigné, est-ce que tu te soignes. Non, les personnes arrivent avec nous, avec une identité de citoyen, tout simplement. Et aussi, je crois qu'on peut préciser qu'il y a une horizontalité entre nous. Bon, il y a peut-être une forme de cadre, et ça c'est normal, il faut aussi une organisation, mais il y a une horizontalité. On est entre pairs, on discute, on rit, on s'engueule, mais au résultat, on arrive à... En tout cas, moi, cette année, je l'ai vécu merveilleusement bien, parce que nous avons aussi la possibilité de faire. Et c'est vrai que... Et aussi de faire ensemble. Donc, avec un projet qui sera développé tout à l'heure. Je peux pas vraiment parler au nom de tous les adhérents ou de l'équipe, mais tout simplement pour vous dire, et juste avant qu'on passe la petite vidéo là, que c'est un lieu où ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'un bonjour, ne serait-ce que, comment dirais-je, par exemple, je parlais d'un symptôme qui est le symptôme du repli sur soi. Je trouve que c'est assez génial de pouvoir arriver à avoir notre espace, notre lieu, et on y vient, c'est-à-dire on sait qu'on ne va pas être dans la journée enfermé soit chez soi, soit dans la ville, mais aussi qu'on sera ensemble, d'une part. Donc là, j'avais aussi une autre idée, mais je la développerai plus tard peut-être, quoi. Mais en tout cas, on construit ensemble, et c'est vraiment cette ligne d'horizontalité entre pairs. Et en même temps, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé l'idée que je cherchais. D'ailleurs, je vous en avais parlé, Marianne, je crois, au Darlamifa un soir, et où je disais qu'on avait réussi, entre adhérents, à ne pas, comment dirais-je, avoir besoin du médical, avoir besoin du médecin, pour pouvoir résoudre son problème du jour. Entre nous, on arrive à complètement... se dire les choses sans pour autant, on va appeler le médecin, ou on va faire ci, on va faire ça, est-ce qu'il ne faudrait pas lui changer son... Non, c'est vraiment entre nous, et moi je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en parle, on arrive à se remettre sur pied très rapidement, et c'est dans ce sens-là que je parle d'horizontalité. En tout cas, de cette année est né un projet, et je pense que je ne vais pas en parler, je vais vous laisser visionner la petite vidéo.